Bonjour à toutes et à tous. Merci à Muriel Fistrel et à René Friedman pour cette nouvelle invitation à parler devant vous. La question que je voudrais poser est en effet celle du statut de la vérité scientifique. J'ai intitulé mon exposé La vérité a-t-elle du goût ? Je devrais préciser la vérité scientifique a-t-elle du goût ? En reprenant une expression qu'on doit à Nietzsche dans son livre Humain trop humain, dans un petit chapitre qui fait moins d'une page, qui s'intitule L'avenir de la science. Il dit des choses qui ressemblent un peu il prédit des choses qui ressemblent un petit peu à la situation actuelle. Je cite brièvement un extrait de cette page. Nietzsche écrit « La science donne beaucoup de satisfaction à celui qui consacre son travail et ses recherches, mais elle en donne fort peu à celui qui en apprend les résultats. Mais comme toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu banales et communes, même ce peu de satisfaction disparaît. C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de découvrir le moindre plaisir à apprendre la table d'addition, pourtant si admirable. Si donc la science donne de moins en moins de plaisir et en ôte toujours davantage en jetant la suspicion sur la métaphysique, la religion et l'art qui, eux, consolent, voilà appauvri cette source de plaisir. » Et il termine en disant « Si l'on n'y prend pas garde, le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure que la vérité garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas, parce qu'ils s'y attachent du plaisir, le terrain qu'elles tenaient autrefois. La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate. L'humanité devra se remettre à tisser sa toile comme l'avait fait Pénélope, mais qui nous garantira qu'elle en retrouvera toujours la force ?» Fin de citation. Bon, c'est pas très optimiste, et je vais essayer de tracer un petit bilan rapide, en commençant par rappeler ce qu'était la philosophie des Lumières concernant la vérité scientifique. Un auteur que vous connaissez, David Hume, écrit en 1742 « Même si le genre humain tout entier concluait de manière définitive que le soleil se meut et que la terre demeure en repos, en dépit de ses raisonnements, le soleil ne bougerait pas d'un pouce et ses conclusions du genre humain resteraient fausses et erronées à jamais. » Fin de citation. Donc ce qu'il nous dit, c'est que les vérités scientifiques ne sauraient relever d'un vote. La question est, est-ce qu'on a vraiment retenu cette leçon ? Alors bien sûr, le droit des citoyens à poser des questions, à enquêter, à émettre des avis, à interpeller les chercheurs comme les gouvernants, n'en demeure pas moins un droit absolu, et qu'il doit leur être répondu de la façon la plus honnête possible, et c'est ce que tentent de faire notamment les vulgarisateurs. Mais, et ce mais est important, avoir un avis n'équivaut nullement à connaître la justesse ou la fausseté d'un énoncé scientifique. Avoir un avis ne suffit pas. Au demeurant, l'indépendance de la vérité scientifique évoquée par David Hume n'enlève rien à la liberté individuelle. Ni Einstein, ni Darwin n'étaient des dictatures en puissance. Cette indépendance de la vérité scientifique protège, au contraire, du moins en démocratie, le peuple, puisque lorsque le pouvoir ment, trompe ou se trompe, l'individu peut alors se réclamer de cette vérité pour le contester. Là où on peut ne pas être tout à fait d'accord avec David Hume, c'est que les vérités scientifiques ne sont pas absolues, elles ne sont pas définitives. Alors en fait, il y a plusieurs statuts de la vérité, je vais pas donner une taxinomie complète, mais vous avez des vérités scientifiques dont on voit pas très bien comment elles pourraient devenir fausses. Par exemple, l'atome existe, la Terre est ronde. Même si j'ai entendu l'autre jour quelqu'un dire « on n'est pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui nous démontrera que la Terre est plate ». Mais bon, on peut considérer que la Terre est ronde quand même. Et puis il y a des vérités scientifiques qui deviennent complètement fausses. Par exemple, au début du XIXe siècle, les physiciens comprennent que la lumière est un phénomène ondulatoire. Et à l'époque, on est incapable de penser la propagation d'une onde, comme le son par exemple, sans imaginer qu'il y a un milieu qui supporte la propagation de cette onde.
Et donc, dès lors que la lumière est ondulatoire, les gens se sont dit, il doit y avoir un milieu qui porte la lumière dans son déplacement et qui vibre à son passage. Et ce milieu, ils l'ont appelé l'éther luminifère, luminifère voulant dire porteur de lumière. Et cette croyance a été considérée comme une vérité scientifique sans jamais être discutée par quiconque pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce que Einstein, en 1905, dise « l'éther luminifère nous pose des problèmes. Si on proclame sa mort, les problèmes qu'il pose disparaîtront. » Et ça a été la naissance de ce qu'on appelle la théorie de la relativité. Donc voilà, une erreur, une vérité qui est en fait une erreur et qui est corrigée. C'est ça le point important. Et puis ensuite, il y a des vérités scientifiques qui demeurent vraies, mais qui sont mal dites. C'est-à-dire qui sont dites d'une façon qui ne tient pas compte de ce que nous savons ou de ce que nous avons appris depuis que le premier énoncé de ces vérités ait été énoncé. Par exemple, parmi les 10 questions qui font partie d'un questionnaire posé par l'Union européenne aux différents pays européens pour voir l'évolution des connaissances scientifiques des populations, il y a 10 questions que je vous invite à découvrir et peut-être à y répondre. Il y en a une qui est « Est-ce qu'il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil ?» Bon, évidemment, il faut répondre oui. Mais un physicien d'aujourd'hui dirait, plutôt que oui, il dirait « Cette question n'a aucun sens ». Pourquoi ? Parce que quand vous dites « la Terre tourne autour du Soleil », vous supposez que le Soleil est un centre, le centre d'un cercle ou d'une ellipse. En l'occurrence, ça serait le foyer d'une trajectoire qu'a la Terre autour du Soleil. Or, la nouvelle façon de comprendre, quand je dis nouvelle, en fait, elle est ancienne, c'est la théorie d'Einstein de 1915, qu'on appelle la théorie de la relativité générale, est une théorie dont le principe fondamental est ce qu'on appelle l'invariance par difféomorphisme. En termes plus simples, c'est le fait que tous les référentiels sont absolument équivalents. Et donc, il n'y a aucun référentiel dont vous puissiez dire qu'il n'a pas ou qu'il a des propriétés que n'ont pas les autres. Il n'y a aucun référentiel qui ait une propriété qui permette de le distinguer des autres. Et donc, cette phrase, « la Terre tourne autour du Soleil », donne au Soleil un rôle particulier que la théorie en question ne lui permet pas d'avoir. Et donc, il faudrait reformuler cette phrase pour tenir compte de ce que je viens de vous dire. Et d'ailleurs, quand vous êtes sur la Terre, le Soleil tourne autour. D'accord ? Et si vous êtes sur Mars, vous verrez que les planètes tournent. C'est pas des trajectoires elliptiques, soit, mais ça tourne. Ça tourne tout tourne autour de tout. Et donc, il faudrait préciser, si on prend comme référentiel le Soleil, alors la trajectoire de la Terre est une ellipse dont le foyer, etc. Mais c'est pas ce qu'on dit. Donc voilà. Ne répétez plus que la Terre tourne autour du Soleil. Voilà. Alors, ça veut dire que le message que je suis en train d'envoyer là, c'est que lorsqu'on invoque des vérités de science, il convient d'être précis dans la façon de les énoncer. Faute de quoi, on ouvre grand la porte à ceux qui ne leur reconnaissent pas ce statut, les traitent par le dédain ou les contestent au nom de leurs intuitions. Maintenant, je vais vous parler, dans les 5 minutes qui me restent, de la réception des vérités scientifiques, entre guillemets. Comment est-ce qu'on les reçoit ? Ce que j'observe en tant que vulgarisateur, c'est que nous avons la passion sélective. Nous ne les accueillons pas toutes de la même façon, selon qu'elles nous dérangent ou non. D'ailleurs, il y a un philosophe qui est d'avant les Lumières, qui s'appelle Thomas Hobbes, qui a écrit dans le Léviathan, son livre le plus célèbre qui date de 1651, à mon avis, la bonne description de la situation. Voilà ce qu'il écrit. La doctrine du juste et de l'injuste, traduisons du vrai et du faux. La doctrine du vrai et du faux est perpétuellement disputée, tant par la plume que par l'épée, alors que la doctrine des lignes et des figures ne l'est pas. La doctrine des lignes et des figures, c'est la géométrie. Dans ce domaine, en effet,
quelle que peut être la vérité, les hommes n'en ont cure, car elle ne contrarie l'ambition, le profit ou la concupiscence de personne. Mais je ne doute pas que, s'il eût été contraire au droit de dominer de quelqu'un, ou aux intérêts de ceux qui dominent, la doctrine selon laquelle les 3 angles d'un triangle sont égaux aux 2 angles d'un carré eût été, sinon controversée, du moins étouffée par la mise au bûcher de tous les livres de géométrie, pour autant que cela eût dépendu de celui à qui cela importait. Donc, il y a des vérités scientifiques que nous ne contestons pas. Personne ne conteste le théorème de Pythagore, parce qu'on s'en fiche en fait. Quand on a découvert le boson de Higgs en 2012, on n'a pas vu en librairie de livre intitulé « Ma vérité sur le boson de Higgs ». C'est une particule qui a une durée de vie de 10 puissance moins 23 secondes, qui change notre façon de comprendre le lien entre la masse et les particules élémentaires. C'est quelque chose de fondamental qui d'ailleurs devrait, si on la prenait au sérieux, changer nos façons de parler de la masse. Mais on s'en fiche. On parle de la masse comme avant, et cette vérité scientifique n'est absolument contestée par personne, parce qu'elle n'a en apparence aucune incidence. Par contre, si on a affaire à des vérités scientifiques qui viennent déranger le monde des humains, les façons de penser ou les modes de vie, c'est une autre affaire. On assiste de plus en plus souvent à leur dégradation médiatique en simples opinions que chacun se sent libre de contester par toutes sortes d'arguments. Finalement, prenez l'exemple du changement climatique. Pendant des décennies, on a développé toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savions. Les climatologues, je suis leur voisin de laboratoire, ils disent la même chose depuis 35 ans, exactement la même chose. Ils précisent leur diagnostic et leurs prédictions, mais le message est exactement le même. Mais on a entendu dire, la science et le doute. Non, ce qui est le doute, c'est la recherche. Mais la recherche n'a rien à voir avec la science. La science, c'est un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées. Et vous pouvez les contester à condition d'avoir des arguments scientifiques pour le faire. Vous pouvez pas contester, je sais pas moi, l'évolution des espèces simplement par votre ressenti ou par vos préjugés. Il faut argumenter. Et il faut avoir des arguments spécifiques qu'on appelle scientifiques. Et puis ce corpus de connaissances qui est la science, nous savons qu'il est incomplet. C'est-à-dire que nous savons qu'il pose des questions dont nous savons que nous ne savons pas y répondre. Donc le doute des chercheurs, c'est pas un doute, c'est pas du scepticisme généralisé. C'est un doute qui est basé sur la connaissance. Nous savons que nous ne savons pas. Et c'est pour ça que nous faisons de la recherche. Par exemple, les physiciens ne savent pas si le neutrino, particule élémentaire, est identique à son antiparticule. On n'en sait rien. Donc on fait des recherches. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre? On n'en sait rien. Les scientifiques ne le savent pas, et les non-scientifiques ne le savent pas non plus. Donc c'est pas la peine qu'ils essaient de nous faire croire qu'ils savent. D'accord? Et c'est ce doute qui est le moteur de la recherche. Mais comme souvent on confond la science et la recherche, et on l'a beaucoup fait pendant la pandémie, alors l'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on dit la science c'est le doute. Alors si la science c'est le doute, pourquoi on l'enseigne? Pourquoi est-ce qu'on enseigne la science? Et si la science c'est le doute, et si en plus je vois des experts autoproclamés ne pas être d'accord sur un sujet, qu'est-ce qui m'empêche moi de dire publiquement ce que je pense de telle ou telle situation qui semble faire controverse? Et ça crée la grande confusion générale dans laquelle nous sommes,
et qui a, et c'est le message optimiste sur lequel je voudrais finir, c'est que pendant la pandémie, au début, on a vu toutes sortes de gens dire je ne suis pas médecin, mais je... Voilà, je suis pas médecin, mais je... Donc, ça commence par un message honnête. Je suis nul. Mais moi, je pense que... Et la personne nous explique ce qu'il faut penser de telle médication promue par tel ou de telles mesures prises par le gouvernement. Mais aujourd'hui, on ne lit plus ces tweets. Pourquoi ? Parce qu'on a tous compris que c'était compliqué. Et donc, on a vu se développer pendant les mois de la pandémie un effet bien connu qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, du nom de 2 psychologues américains qui ont publié leurs résultats de recherche en 1999. Recherche qu'ils avaient entamée après avoir lu un fait divers qui racontait qu'un jeune homme avait cru comprendre que lorsqu'on s'enduit le visage avec du jus de citron, on devient invisible pour les caméras de surveillance. Donc il avait eu une idée géniale, il s'est enduit le visage avec du jus de citron et il a fait un hold-up et dans une banque et il a été arrêté grâce aux caméras de surveillance. Et Dunning et Kruger se sont demandé mais comment est-ce qu'on peut être aussi con ? Et ils ont fait une grande étude, notamment dans les entreprises, et ils ont vu ce qu'ils appellent l'effet Dunning-Kruger, qui se résume de la façon suivante. Pour se rendre compte qu'on est incompétent, il n'y a qu'une solution. Devenir compétent. Donc au début, on se croit compétent, donc on est arrogant. Je ne suis pas médecin, mais je... Et à mesure qu'on apprend des choses, on devient plus compétent et on baisse en arrogance. Puis l'arrogance remonte sans jamais avoir le niveau qu'elle avait au départ. Et donc les gens compétents sont toujours moins arrogants que les gens incompétents. Mais vous voyez qu'on a vu quand même se développer cette dynamique, l'effet de Dunning-Kruger, qui avait été déjà décrite par Aristote, mais dont celui qui a le mieux parlé est, à mon avis, Coluche, qui, dans l'un de ses sketchs, il faudrait que je retrouve ma page, se met à singer... il se met à singer Descartes dans le discours de la méthode. Voilà ce que dit Coluche. L'intelligence, c'est la chose la mieux répartie chez les hommes, parce que, quoi qu'il en soit pourvu, l'homme a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge. Je vous laisse réfléchir là-dessus.